Les podcasts de Blast. Alors, on va parler de ton expérience de femme de ménage. Tu as travaillé très tôt, hein. Ouais. Donc, je crois que c'était ton premier boulot, en fait. C'est ça. Hein Ouais, c'était mon vrai premier boulot. Pardon. Oula, c'est passé. Ça fait longtemps? Non, c'est un instant, t'inquiète, je suis... Ah, ok, j'ai eu peur. Alors, attends, un petit... Tu vois, t'as vidé les piles, là. Oui. T'as vidé les piles avec ton magnétisme. Et je vide mon téléphone. Il était plein et là... Ouais, bah parce que je tire. Donc, Parce que le fait de répondre aux questions, ça te... Non, bah je tire parce que je suis dessus et là je sens... C'est qui a le problème à l'épaule, là? Bah, vite T'as fait. mal à l'épaule, toi? Je sais parce que ça me tire, donc... Ah bon? Et j'ai éteint la bougie, pareil, parce qu'il y a une grand-mère. C'est qui la grand-mère qui est décédée, là? Oh putain, ça c'est chaud, là, ce que tu dis. Bah oui, mais c'est pour ça que je l'ai éteint. Là, j'en parle en aparté, hein, mais voilà. Attends, explique-nous pourquoi t'as éteint le... Bah parce qu'elle communiquait. Bah là, elle disait qu'elle était désolée de la situation. Elle est désolée de la situation. Après, j'ai dû couper. Je peux pas être partout. Elle voulait pas se montrer comme ça. Vous non plus, hein. Vous n'y croyez pas vraiment. Moi, les esprits, je peux y croire. Surtout que là, la grand-mère de France était décédée 3 semaines plus tôt et qu'Aurélie nous la décrira très précisément. Mais bon. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, tu m'as fait descendre une descente d'organes. Ah, pardon. Bah, je suis désolée. Mais je vous le dis, c'est pour ça que ça me tire. Et du coup, je fonctionne et je me concentre pas sur ce qu'elle me dit. Oh, je suis chamboulé. Les prémonitions et les miracles, en revanche, j'ai plus de mal. Et Franck, avant qu'il tombe malade, qu'on le sache, je lui ai dit, tu vas tomber malade, attention. Il te le dira, hein. Mais les miracles que peuvent engendrer la détermination et la solidarité, surtout quand elles sont collectives, l'interminable lutte pour la survie à laquelle elles peuvent nous pousser, ça oui, ça j'y crois. Et ici, j'ai été servi. Alors, Sur le rond-point, bien sûr, tout comme chez Aurélie, rue de la Caserne à Homès, c'est là qu'on a posé nos micros. Dans la pièce qu'elle s'est aménagée pour rebooter les gens, pour réparer les vivants. Une pièce devenue notre lieu de tournage et une sorte de confessionnal des Gilets jaunes, en l'occurrence Franck, le mari d'Aurélie. il y a trop de France ici. Toi, t'es Franck, il y a France et il y a encore France. C'est complètement fou. Ah, c'est ça, hein. Mais les gens qui sont purs, c'est forcément... Il y a non, mais toi, une racine un peu... Bah, faut le dire. La première gilet jaune. Même, Du dernier au point. c'est... Parce que nous, les France, on est plus modestes. Une histoire de France. Et Franck. Ah ouais, vous êtes 10. Oh la vache. Vous êtes 10 sur... On enchaîne? Quels sont tes meilleurs moments? Épisode 3. J'étais menuisier ébéniste. Donc j'étais menuisier, je faisais des placards, des meubles, du parquet, des portes intérieures, voilà. Tout ce qui a trait à la menuiserie intérieure et extérieure. Et je fabriquais des meubles aussi. J'avais un bac pro outillage, mise en forme de matériaux. Je suis tombé dans la menuiserie par hasard, hein, mais ça m'a plu directement et j'ai appris sur le tas, quoi. C'est un bon métier, quoi. Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. J'ai passé 4 ans en France et 14 ans au Luxembourg pour un autre. 14 ans, j'ai toujours resté dans la même boîte. Il travaillait du lundi au samedi. Il partait à 7h, des fois à 6h30. Il rentrait à 19h, 20h. Le dimanche, il allait aider les potes et puis ben voilà, quoi. On se voyait pas trop pour gagner 3 francs 6 sous, ouais. Mon employeur, c'était un peu comme mon père. Moi, j'étais un peu comme son fils. J'étais comme un fils pour lui, quoi, ce qu'il disait. Ensuite, ben, quand j'ai rencontré Franck des années plus tard, j'ai rencontré grâce à Magali. Donc, c'était un ami du couple. Et puis, on a lié d'amitié. Et puis, ben voilà, de fil en aiguille, on s'est mariés. Je fais des travaux chez Magali et son ex-mari. Je mettais des carrelages au sol le 1er mai. Et Aurélie avait fait la fête le soir. Elle est arrivée avec une bouteille de Ricard pour son mari. Et j'ai pas calculé, en fait. Elle m'a dit à sa copine, qu'est-ce qu'il est con, ce mec-là. Aurélie a dit ça? Ouais. Et finalement, à table, je tournais le dos. Et j'ai fait une aiguille, elle m'a pas parlé. J'ai parlé et elle m'a donné son adresse mail. Elle m'a dit, des bonnes adresses, ça se perd pas. Et je l'ai écrit sur MSN. Autant c'était MSN.
Et j'ai marqué les bonnes adresses, ça se perd pas. Et puis, du coup, on est ensemble depuis 2008. Quoi. Je suis très différente de lui. Lui, il est calme. Moi, je suis assez rentre-dedans, assez virulente. Il est discret. Moi, Après, on est complémentaires, on va dire, peut-être. Je sais pas. Ce qui m'a plu chez elle, c'est une personne franche. Et j'ai aimé son honnêteté, j'ai aimé ses rondeurs. En fait, c'est une personne bien en chair. Et j'ai aimé ses rondeurs. En fait, elle s'était fait une carapace. Elle se faisait taper par son ex-copain. Donc, elle s'est fait une carapace. Elle faisait 135 kilos. Et après, elle s'est fait opérer de l'estomac et elle a perdu 55 kilos. J'avalais tout ce que je voulais pas dire. En fait, on était fusionnels dès le départ. Et ce qui je pense, qu'il est encore maintenant, quoi. Et ensuite, mon père est mort. Il s'est endormi, il s'est pas réveillé, en fait. Et ça, c'était le 20 janvier 2016. Et c'est là où c'est que c'est une année un peu de malheur pour moi, entre guillemets. On a voulu clôturer cette année en se mariant, moi et Franck. Je voulais vraiment clôturer sur une bonne chose. Et lors d'un repas d'une soirée, je me suis déguisé en fille. Et j'ai fait ma maman comme ça, à genoux, devant tout le monde, en fille. Quoi. Pourquoi en fille? Parce que c'est une soirée costumée et je suis déguisé en fille. Avec un soutien-gorge, des bas, une perruque. C'est celle qui a tout fait. Donc on s'est mariés le 17 décembre 2016. Avant le mariage, après le mariage, j'ai pas dormi pendant 4 jours. Pas du tout, j'ai fait 4 jours non-stop. Tellement le stress du mariage. Elle m'a dit qu'elle avait choisi une robe noire avec une fleur verte. Donc voilà, c'est inconcevable pour moi. Puis finalement, elle m'arrive en blanc. Pourquoi une robe noire? Parce que je voulais le faire marcher. Ouais. C'était un beau mariage. C'était... Raconte-nous. C'était un beau mariage plein d'émotions. On a mis 5 mois pour le faire. C'était court en timing. Moi, j'avais, entre guillemets, la folie des grandeurs. Donc, moi, je louais tout. Donc, j'ai loué dans une association des dessous de chaises, des tables pour décorer. J'ai fait faire une robe sur une couturière. Tu vois, j'aurais pu le prendre parce qu'on avait les moyens. Encore, Franck travaillait bien et moi, j'avais une bonne ressource aussi. On aurait pu faire quelque chose de clac-clac, le grand traiteur, mais j'ai cherché vraiment des gens qu'on pouvait aider, quoi. Donc ça s'est passé où, ce mariage? À la salle des fêtes de Nomes. L'anecdote, c'est que je suis arrivée en retard à mon mariage. Pourquoi? Je sais pas, j'attendais l'heure et puis, je sais pas, tout le monde était là et j'étais en retard. De 10 minutes, ça va. Et sinon, tout s'est bien passé. On était une centaine de personnes. Franck était marié. Et donc, il y avait déjà une madame de son nom de famille à lui. Je suis pas féministe, mais presque. Donc, voilà, moi, j'ai tenu à garder mon nom. Et du coup, il a pris mon nom de famille. Le 17 décembre 2016, on se marie, tout va bien. Et une semaine après, la dégringolade, la descente, on va dire, aux enfers, ma mère fait un infarctus. Je ne me sentais pas bien, c'était un samedi. Je vais m'allonger sur le canapé. Ils nous envoyaient aux courses, comme mon beau-frère. Pourquoi vous envoyez aux courses? Son frère ne voulait pas qu'elle aille à l'hôpital. J'ai dit non, ça va aller. Elle s'était mariée la semaine d'avant. J'étais fatiguée. Elle parlait, elle faisait le manger. Et je sentais que ça allait pas. J'ai appelé les pompiers sont intervenus. J'étais dans le camion pendant 1 heure devant. Il ne bougeait pas. Je ne sais plus rien après. Et arrivée à Thionville, elle a fait l'arrêt cardio-ventilatoire. Donc en fait, ça a été déclenché qu'elle était en plein infarctus. Et son cerveau n'était pas oxygéné pendant 5 minutes. Alors le docteur il a proposé de remettre une pile dans le cœur.
C'était un cœur artificiel. Sachant que vu que son cerveau n'était pas oxygéné pendant quelques temps, on ne savait pas comment elle allait se réveiller. Si elle allait être consciente, si elle avait toutes ses facultés, quoi, autant neurologiques que physiques. Le médecin nous a dit que ça allait être de l'acharnement thérapeutique si on continuait. Et moi, j'ai insisté en disant qu'il fallait le faire. Et vu que j'étais la personne de confiance à l'hôpital, on l'a fait. De toute façon, qui tout double, son cœur serait arrêté. Donc, heureusement que c'est Aurélie qui avait la procuration pour justement faire l'opération. Ils l'ont plongée dans le coma. Il s'ensuit des semaines d'angoisse. C'est que quand le téléphone sonne la nuit, t'as peur, vu qu'elle était en réanimation. Elle s'est réveillée le 11 janvier et ils lui ont mis un pacemaker défibrillateur. Le 15 janvier, elle a commencé à se réalimenter, être sortie de la phase réveil-coma. Elle est montée en chambre le 17 janvier 2017. Elle avait vraiment perdu beaucoup de masse musculaire, donc ça a dû être... C'était très compliqué de reprendre la vie, car c'était une personne très dynamique. Elle marchait tout le temps, elle allait toujours à droite, à gauche, elle faisait tout pour tout le monde, vraiment. Et là, de se sentir... elle dit diminuer, je déteste ce mot-là parce que pour moi, elle revient de très loin et il fallait réapprendre une nouvelle vie, en fait. Et Aurélie, elle a dit non, vous continuez. Elle ne voulait pas, Aurélie, qu'on arrête. On est fusionnels tous les deux. Elle n'aurait pas voulu que je la quitte. Donc, elle a la force de dire « Maman, elle ne doit pas partir ». Je suis contre l'acharnement thérapeutique, mais pour moi, ce n'était pas un acharnement, c'était un truc où c'est qu'on pouvait y arriver. Résultat, tu vois, elle est là, ça fait 6 ans, donc même un peu plus. C'est ma fille. Résultat, vous êtes là et vous êtes loin d'être un légume. Ah ben non, je ne suis pas un légume, non. Non, c'est toute ma tête. Ma tête, elle fonctionne. Je fais encore des mots croisés. Et ouais, le 15 janvier, elle était sortie, entre guillemets, du coma, pas encore de réanimation. Elle est montée en chambre le 17 janvier. Et 3 jours après... Je prenais mon café le matin, comme d'habitude, je me levais à 6h30. Elle me dit toi, bientôt, tu vas rester longtemps à la maison, tu vas avoir un gros problème, il faut faire attention. Quand je travaille sur les chantiers au courant d'air, je pensais à un courant d'air, quoi. Elle me dit tu vas rester longtemps à la maison. Peut-être, je pensais pas. J'avais fait une crise d'épilepsie. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, alors qu'il n'avait aucun signe clinique, ni de maux de tête, ni rien du tout. Il allait travailler, et 2 jours après, il a fait sa crise d'épilepsie. On refaisait la tapisserie justement de ma mère avant qu'elle sorte de l'hôpital. Donc on refaisait le salon. Et d'habitude, c'est toujours lui, parce que moi j'ai le vertige, qui monte sur l'échelle. Et le jour-là, je lui dis non. Non, on ne va pas sur l'échelle, je mets moi. La tapisserie, moi. Elle monte sur l'échelle, et là, du coup, tout noir. Je ne vois plus rien, mon cerveau se déconnecte. J'entends un blocage parole que j'ai appris après. Et il était saisi, transi, et il est tombé. Et finalement, elle se retourne et elle voit mon visage déformé. Comment ça se fait qu'elle te disait de ne pas monter sur cet escalier juste avant? Un pressentiment. Un pressentiment. Et je me suis dit, s'il serait monté sur l'échelle, c'était pire. Et comme par hasard, il n'y avait pas de réseau, donc elle monte chez la voisine, appeler les pompiers. Et je me souviens pas. Je me souviens, c'est de me lever, d'être réveillé assis par terre, contre le mur. Je fais une crise d'épilepsie. Après, ils m'ont emmené dans le fourgon des pompiers à l'hôpital Bel-Air. C'était les travaux, donc j'étais avec un tas de gens dans une salle d'attente, allongé sur un brancard. Après son malaise, je l'ai suivi, j'attendais toujours le résultat. Je me revois debout dans la salle d'attente parce qu'en plus, c'était vraiment même pas intime, entre guillemets. J'ai passé un scanner et puis je monte directement en chambre, sans passer par la case à salle d'attente.
Bon, je me dis que c'est grave, quoi. Faut que je monte aussi vite dans la salle en chambre, ça va grave. Et finalement, après, j'apprends que... Le médecin du SAMU est venu me chercher dans la salle d'attente en m'expliquant que... il passera pas la nuit parce qu'il a une tache au cerveau. Je viens de 48 heures à vivre. Il passera pas la nuit? Ouais. Parce qu'il avait une lésion énorme au cerveau. Et je leur ai dit qu'ils n'ont pas le droit de me dire ça ou de me faire comme ça, de ne pas m'apprendre ça comme ça. Elle était toute seule en plus, et elle est remontée à la maison avec ça. Avec ça en tête, quoi. Je passerai pas la nuit. Toi, tu le savais, ces paroles du Non, docteur? je savais pas, j'ai eu ça après. Pour moi, c'était pas possible. J'y croyais pas parce que Franck avait toutes ses capacités. Autant ma mère, quelques semaines avant qu'on m'a annoncé son pronostic vital engagé, elle était dans un coma, elle était en réanimation. Là, Franck était dans une salle des urgences, ou que c'est qu'il parlait, qu'il était cohérent. C'était quelque chose que je ne concevais pas, quoi, que c'était pas possible. Et pourtant... J'avais demandé à ce que Franck puisse intégrer l'hôpital de Mercy pour que je sois avec eux dans le même hôpital. Ça a été refusé par manque de place. Ça fait que tous les jours, j'allais donc de Homès à Mercy, où il y avait ma mère. Il y a à peu près 47-48 km, bon, même plus. Et ensuite, donc, je restais 1 heure avec elle. Je repartais, je faisais 40 km pour aller rejoindre Franck à l'hôpital de Bel-Air, où je restais aussi un peu de temps. Donc, je restais ce que je pouvais, et puis après, je repartais à la maison. C'était vraiment très, très éprouvant psychologiquement, au-delà d'avoir appris les 2 maladies, autant de ma mère que Franck. Mais aussi pour moi, parce que j'avais mes enfants encore à l'école. Je devais gérer aussi ici, voilà. J'étais un peu sur tous les fronts et un peu perdue. En chambre, je vois arriver dans le couloir le lendemain, tout content de la voir. Je me rédis, je vois plus rien. Voilà. Et elle va appeler les infirmières, et c'est là qu'elle me dit il fait une crise d'épilepsie. Et il me donne un médicament qui est censé me faire dormir. Et moi, ça a fait l'effet inverse, ça m'a excité, et j'étais encore plus pile qu'avant. Je ne sais pas, ça, là, c'est... Quand j'y repense, c'est un effet indésirable du médicament. Alors, le lendemain, j'ai été voir le neurologue à Nancy, et là, il m'a appris que c'était un glioblastome frontal gauche grade 4. Donc le grade 4, c'est opérable, mais plus beaucoup. Et après, c'est grade 5, c'est inopérable. Et j'aurais pu... Voilà. Ça veut dire que tu vivais depuis combien de temps avec ce glioblastome? Je sais pas. Je sais pas d'où c'est venu, je sais pas... On pense que c'est le stress. On pense que c'est le stress du travail, le stress de la vie. Je sais pas. On nous dit que la tumeur cérébrale, il n'y a pas de traitement vraiment qui soigne. Ça ralentit, mais ça ne se soigne pas. Donc ça fait partie des maladies incurables, en fait. C'est quoi un glioblastome? Alors, le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale infiltrante ils l'appellent le Terminator, en fait. Et quand on dit qu'il y a une espérance de vie à court ou moyen terme, c'est une grosse claque quand même, que moi j'ai pris en tant qu'accompagnante, mais je pense à Franck qui l'a pris, qui l'a entendu et qui l'a subi. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Mais elle est restée à mes côtés. Tout le long de mon convalescence, quoi. Elle veut s'occuper de moi, quoi.
Donc, il a été 6 mois après se faire opérer à Montpellier par le professeur Dufaux. Lui, il est renommé mondial. C'est le professeur qui a instauré en France l'opération éveillée. Donc, ça veut dire que Franck a été endormi pour ouvrir la boîte crânienne. Ils l'ont réveillé pour stimuler, pour extraire et faire une cartographie de la tumeur. Puis ils l'ont rendormi pour extraire. Il faut le temps, il fallait opérer. C'était obligatoire qu'il fasse opérer la tumeur. Je n'avais pas vu avec ça. Elle ressemblait à quoi, cette tumeur? Une grosse orange. Une grosse orange. J'avais le crâne, on avait le crâne ouvert et on faisait faire des mouvements et des paroles pour voir où c'est que la tumeur va et pas toucher les régions saines. Ils font la cartographie pour pas endommager justement d'agilité de facultés, quoi. Comme la parole, comme le toucher, les sensations. Et pendant qu'il m'a retiré la tumeur, elle a éclaté. Donc il m'a fait une exérèse totale large. Il m'a retiré toute la tumeur. Même, elle était même trop profond. Quand il m'a réveillé, j'ai donné le numéro de téléphone d'Aurélie. Je lui ai dit que ça allait bien. Je suis monté en chambre. Et quand je me suis réveillé le soir, comme il était trop profond, j'ai fait une suite de crises épileptiques qui m'a provoqué un AVC. C'est une veine dans le cerveau qui éclate. Le cerveau, il s'est mis en souffrance. Du coup, ils l'ont eux aussi plongé encore dans le coma. Donc moi, rebelote l'épisode coma que j'ai déjà connu avec ma mère. Donc ils disent pas coma, ils disent qu'ils vont le sédater. Le mot-là, fou. Donc ils ont sédaté Franck. Il est resté, je crois, lui, 10 jours dans le coma. Je me réveille 15 jours après. Et là, je vois que je suis paralysé tout du côté droit. J'arrive plus à bouger, je vois plus, je parle plus, je suis aphasique. Le bras, il rompt plus, la main non plus, les jambes non plus, les pieds non plus. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert ma paralysie et Aurélie m'a dit que mon patron m'avait licencié. Pendant le coma, pendant que je pouvais rien faire, parce que j'étais soi-disant inapte au travail. Et s'il voulait rembaucher, il fallait que je sois licencié pour pouvoir embaucher un autre menuisier. Il a choisi pile le moment où j'étais en coma pour me licencier. Aurélie avait fait un groupe Messenger avec tous les gens proches. Mon patron faisait partie et il savait que j'étais en coma. Et ils se sont tous abandonnés, en plus de la maladie et tout ça. Il a eu un choc en disant qu'il servait à plus rien, quoi. Parce que lui, il a donné toute sa vie, il l'a donné à son travail. J'ai dans le bureau du professeur, pas dans le bureau, il vient dans ma chambre, en fait. Et il me dit qu'il a fait une exérèse totale large, que c'est tout enlevé, mais que ça pourrait revenir parce que c'est comme une toile d'araignée. Quand tu as une tumeur cérébrale, ça s'infiltre dans tout le cerveau, en fait. Et tu peux pas retirer 100% de la tumeur. Et ça peut revenir. Et c'est pour ça que je suis en suivi tous les 4 mois à Nancy. Je fais un IRM tous les 4 mois. Et, il me donne une espérance de vie de 4 ans, 3 ans, maximum. Et moi, ça m'a mis 6 ans maintenant que je suis là, et voilà. Tiens, survie avec le glioblastome de 15 à 17 mois et un taux de survie de 5% à 5 ans. Ça, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Ouais. C'est comme Franck a fait des rayons. Eh bien, quand il sortait des rayons sur la tête, eh bien, elle lui passait ses mains, elle lui retirait le mal. Oui, il n'a pas eu de brûlure, Franck, pour ça. Quand il sortait de la chimio, thérapie. Oui, elle a un don qu'il faut qu'elle garde, parce qu'elle fait du bien autour d'elle.
où il a fait des efforts. Il lui faisait des orthèses pour ses mains, car sa main se rétractait. Il a été opéré de la main 2 fois, et ça continue. C'est des rétractations tendineuses. Il ne peut pas faire la pince. Il a du mal à tenir un objet dans la main. Certes, pour lui, c'était pas évident parce que quand on sortait, le regard des gens, parce qu'il savait pas encore, il était paralysé, donc les gens ils regardaient du coin de l'œil. Je lui coupais la viande. Voilà, il était gêné beaucoup de ça, et moi, ça me dérange pas du tout le regard des gens. Je m'en fous, mais royalement. Je monte en soins continus. Comme je ne veux pas être un poids pour ma femme, je me force à faire bouger les membres. Dans ma tête, j'étais obligé de faire bouger. Je ne veux pas être un poids pour ma femme. Je ne vais pas finir en fauteuil roulant. C'était pas pour moi. Inconcevable que ça pour moi. Alors, pour apprendre à remarcher, il a mis 2 mois. Plus ou moins, parce qu'il fallait apprendre la marche, plus tenir l'équilibre et bien lever la jambe, ce qui est tout perdait, quoi. Non, j'ai commencé à bouger les jambes, les orteils. Après, je monte en chambre à Montpellier. Je recouvre la vue. Je parle toujours pas. Je fais du kiné pour apprendre à marcher, l'orthophonie pour apprendre à parler, l'ergo pour refaire bouger les membres. Ouais, en 1 an, il a réussi à avoir le bras, la marche, la parole. J'ai refait la tapisserie, j'ai refait le parquet dans la chambre. Il a appris, franchement, il vient de très loin. J'ai reposé les grilles devant les palais, j'ai les murés. J'ai refait une maison d'une amie à moi. Certes, maintenant, il ne travaille plus. Une sœur à une amie à moi. Il est reconnu en invalidité. Je fais le jardin aussi. Il ne s'est jamais laissé abattre. Je plante, je fais le motoculteur, je lance les fruits. Il a toujours été de l'avant. Je fais à manger, je fais les gâteaux. Il se débrouille mieux que des fois que moi avec mes 2. Chose que je n'avais pas quand je travaillais. Je bricole, quoi. Et tout ça avec une main paralysée? Oui. Les gilets jaunes, ça a été un moyen de s'évader de toute cette maladie. Ah, ma mère, elle aurait pu mourir plusieurs fois, mais ils lui mettent un coup de pied au cul en haut pour qu'elle redescende, et elle est là. Puis moi, je la tiens, hein, je veux bien qu'elle reste à côté de moi. C'est ça qui fait aussi la force. On prouve et on lâche rien. Donc j'aurais appris à vivre pour moi-même. Quand je travaillais, je vivais pour le travail, que pour le travail. Maintenant que je suis pensionnaire du Luxembourg, je suis que pour moi, pour Aurélie et une partie pour les gilets jaunes. On vit au jour le jour et on y va et on fonce. De toute façon, carpe diem. Faut penser à la vie avant de penser à la mort, quoi. Franck est toujours là, et pourtant c'est prouvé que c'est des phénix. Pour surmonter ma maladie, la seule chose que j'avais à faire, c'est de lutter. À faire, à suivre.